Le temps se rafraîchit, les feuilles des arbres se recroquevillent, la lumière du soleil se tamise plus tôt qu'à l'accoutumée, comme pour nous annoncer que le film va bientôt commencer. L'automne est sans conteste la saison du cinéma. Et tout particulièrement à Vancouver, puisque la 44e édition du Festival international du film de Vancouver se tiendra du 2 au 12 octobre prochain. À cette occasion, je vous propose une conversation avec Po-Chu Oh-Young, qui a travaillé pendant 35 ans à la programmation du festival. Elle a connu l'époque où les films arrivaient sous forme de cassettes VHS et les grandes heures qui ont façonné la personnalité du festival. Elle nous parle aussi de sa jeunesse à Hong Kong, de sa vie à Montréal et à Paris, de son apprentissage du français et de son amour pour la nouvelle vague qui l'aura porté vers de nombreux rivages. Bonne écoute à toutes et à tous. Et surtout à cause de votre mauvais caractère. Oh, quel caractère, quel caractère. Mauvais caractère, mais joli nez. Très joli nez. L'objectif de cette rencontre, c'est de pouvoir découvrir un petit peu ta vie, savoir un petit peu comment est-ce que tu es venu à Vancouver, comment tu t'es retrouvé dans cette ville. Et puis découvrir un petit peu ton parcours, ton amour pour le cinéma, ta découverte aussi avec le français. Donc, on a beaucoup de thématiques possibles à aborder. Mais peut-être pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu les souvenirs que tu as de Hong Kong? Ah, ok. Oui, pour commencer, je peux dire que mon amour pour la langue française, c'est un peu lié aussi de l'amour pour le cinéma. Alors donc, pendant ma dernière année en lycée à Hong Kong, je suis, je sais pas pourquoi, mais j'avais envie d'apprendre le français. Donc, je suis allée prendre le français avec Alliance française à Hong Kong. Et à l'époque, c'est dans le Tsim Sha Tsui, dans un quartier très commercial, même dans un building, c'est un peu comme le Chongqing Mansion. Comme dans les films Oui, américains. oui. Et puis, je dois prendre un bus après mon école pour aller là-bas, pour prendre les cours. Et la première leçon, le professeur dit que en français. Et puis, je me souviens, il y a un professeur qui s'appelle Monsieur Fegley, qui, euh, qui portait un veste maoïste. Il parle bien chinois. Il est en train d'aller en Chine. Et dis donc, on parlait, c'était dans les 70 ans. Et puis, donc, la Chine, c'est pas encore si ouverte comme maintenant. Et puis, donc, j'ai beaucoup aimé les cours parce que c'est pas juste la langue, et aussi, on a des livres qui s'appellent La langue et la civilisation française. Et cette première année, j'ai appris le poème de Jacques Vallin, que je me souviens toujours. Et aussi, on fait la présentation des lieux en France, tu sais, à Paris, tu sais, c'est comme dans ma tête. Et après, j'ai dit, oh là, il faut que je rentre à Paris un jour. Donc, comme c'est ma dernière année à l'école, au lycée, et puis donc il faut choisir pour faire les études à l'étranger, à l'université. Et comme beaucoup de gens de Hong Kong à l'époque, on va partir au Canada ou aux États-Unis. Et pour moi, je pensais à Montréal parce que je pensais que c'est une ville française. Et puis aussi, je voudrais dans le côte Est, avec plus de tradition, avec l'architecture que j'aime bien, avec en briques, pas si moderne. Et aussi, même à l'époque, j'ai un frère et une sœur à Vancouver, à Winnipeg. Mais tu sais, à cette époque-là, quand tu veux avoir son indépendance, tu veux t'éloigner de famille au loin que possible. Mais oui, mais je pense que une des raisons que aussi je m'intéresse à la langue française, c'est possible que c'est à cause d'un film que j'ai vu à Hong Kong. Et c'est un film de Alain René, Hiroshima, mon amour. Et je pense que le film vraiment m'a ouvert mes yeux sur c'est quoi l'art cinématographique.
Bien sûr, avant, j'ai vu des films, hein, c'est des films avec les récits, des caractères, mais celui-là, c'est comment on peut faire un art de cinéma avec les images, avec le son. Euh, c'est des beaux images avec les montages. Et aussi, il peut toucher plusieurs sujets. Hein, au fond, c'est une histoire d'amour et l'échange entre deux cultures, la cruauté de la guerre, la mémoire. Donc, je trouve ça très riche. Et puis, c'est aussi très littéraire. Hein, avec la narration, donc la langue, vraiment, c'est très comme si, c'est très beau, je trouve. Peut-être ça m'a inspiré d'apprendre le français. Et puis, donc, je fais ici, là, comme ça, service, tout. Et puis, à un moment donné, je dis, OK, là, vraiment, je voudrais visiter Paris. Hein, c'est vraiment comme mon rêve depuis que j'ai commencé mon cours avec Alliance française. Et puis, j'ai fait le travail, j'ai fait une économie de l'argent. Et puis, donc, j'ai fait la demande pour faire un cours d'été à Sorbonne. Il fait des cours pour l'étranger. Et alors, donc, je me suis rendue là-bas. Et puis, je crois, non, à l'époque, aussi, une fois, après mon bac, j'ai aussi fait un voyage en Europe. Et je connais quelqu'un qui est en anglais, mais il habite à Paris, puis on s'écrit, il dit, oh, viens visiter. Et c'est comme ça, mais je dis, OK, comme je parle le travail, je vais visiter, mais peut-être je vais prendre un cours aussi. Et donc, je me suis m'inscrit à la Sorbonne pour le cours d'été, juste pour apprendre la langue. Mais quand je suis arrivée là-bas, et puis par la chance, je parlais avec quelqu'un m'a dit, oh, c'est beaucoup plus cher ici, mais je connais un autre endroit qui est moins cher, l'Institut catholique de Paris. Et puis, je sais pas comment je fais, mais je fais quelques prétextes, je prends mon argent que j'ai déjà payé, et puis je m'inscris à l'Institut catholique de Paris, qui est aussi un collège, mais beaucoup sympa. Mais quand même, c'est une bonne expérience parce que quand même, j'ai assisté à une grande lecture à la Sorbonne avant que je retire pour changer. Et donc, mais heureusement, j'ai partagé tu sais, à l'époque, on est jeune, tu sais, on connaît des gens ici, là, et puis pas de tuyaux. Hein. Et puis, j'ai loué, partagé un appartement avec un Français. Et puis, on est même âge, j'ai fait déjà toujours en école. Et comme ça a beaucoup m'aidé parce que je connais toute sa famille, et puis ses amis. Mais quand même, c'est difficile hein, quand il fait la fête à la maison. Et puis, on se rigolait, tout ça. Et puis, moi, j'essayais de comprendre. Mais je crois que ça m'a beaucoup aidé. Pour moi, parce qu'à l'époque, j'ai des familles à Vancouver, donc je rends visite pour l'été ou quelque chose comme ça. Et puis, je fais toujours, Montréal, c'est une ville, grande ville, qu'on dit que Vancouver, c'est pas vraiment une ville dans ce sens-là. Ah, c'est pas comme ça. À l'époque, il n'y a pas les bâtiments gratte-ciel comme maintenant. Et puis, mais Montréal, moi, je dis, c'est plus de culture, plus européen. Hein, même, j'ai acheté des vêtements pour ma sœur ici. Même le magasin est le plus cosmopolite déjà à Montréal. Et, euh, et Paris, c'est c'est une autre monde un peu différent. Hein, surtout l'architecture, les lieux, les trucs comme ça. Mais vraiment, Montréal, parce que c'est vraiment mes années formatives. Hein, la première ville j'ai habité après quitter la maison, quitter Hong Kong. Et puis, et donc, à Paris, c'est encore assez nouveau parce qu'à l'époque, c'est pas comme si je voyageais tellement. Hein. C'est juste quand j'étais à Montréal, c'est pour venir à Vancouver, pour visiter ma famille. Mais c'est vraiment que le monde s'ouvre pour moi à Montréal. Mm. Hein, tu apprends des choses, tu es indépendant, tu te débrouilles. Mais c'est un moment, comme tu le sais bien, ça peut être difficile, hein, trouver quelque place, un endroit à vivre. Mais à Montréal, c'était tellement pas cher à l'époque, tu vois. C'était moins de 100 dollars par mois, mais j'habitais de première année dans la résidence, à le collège. Et puis après,
j'ai mon propre appartement. Et donc, oui, donc après la Radio-Canada, j'ai travaillé là-bas pendant 3 ans. Et donc, j'ai décidé OK, euh, de quitter parce que, OK, tu trouvais quelque chose qui me plaît. Et donc, je pensais de déménager à Toronto pour faire le travail à Radio-Canada là-bas parce que c'est plutôt le siège social. Donc, il n'y a plus comme ça, dans les trams comme ça. Et puis, mais je dis, oh, avant je déménage à Toronto, peut-être je vais faire de NASCAR, je vais prendre vacances à Paris. Parce qu'avant, toutes mes vacances, j'ai passé à Vancouver pour ma famille. Donc, et puis maintenant, comme j'ai plus le travail, j'ai le temps. Et ça fait longtemps depuis que j'ai fait mes études là-bas pour voir des amis, les gens que... Et comme ça, j'ai décidé, comme ça, prendre une vacances. Et puis, juste quelques jours avant que je dois partir, et je connais un collègue, ex-collègue de Radio-Canada qui a déjà travaillé là-bas au CDE. Et puis il m'a dit, ah, quelqu'un cherche quelqu'un qui travaille pour l'été parce que beaucoup de gens partent en vacances et il a besoin de quelqu'un bilingue. Et puis donc je suis allée tout de suite prendre une entrevue et puis on m'a dit, oh, tu peux commencer. Mais c'est pour 3 mois. C'est juste pour les vacances. Et puis j'ai dit oui, et puis après on a prolongé le contrat, et donc à la fin, OK, je vais décider, et puis je vais prendre un appartement. Je sous-loue un appartement. Au lieu des premiers 3 mois, je sous-loué pour un mois ici. Et puis c'est comme ça, donc je restais à Paris, j'ai mon propre appartement, et donc un très bel appartement tout près de Pont-Neuf. Et puis à l'époque, le OCDE, tu connais l'OCDE? Oui, 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 je oui. sais. Et le bureau, c'est dans un château au 16e, Porte de la Muette. Et donc, chaque matin, je prends le bus 69 ou 63. On traverse la Seine, et donc c'est un des plus beaux trajets en bus, je crois, au monde. Et comme ça, j'ai pas pris des cours, mais j'ai fait beaucoup, je lisais beaucoup en français. Tu sais, à l'époque, tu sais, André Gide, Boris Vian. Donc, j'ai fait beaucoup de lectures comme ça. Et puis, je pense que c'est comme ça que j'ai appris le français. J'ai pas vraiment pris des cours formellement. J'ai pas, c'est pourquoi j'ai fait encore beaucoup de fautes. Ah, tu parles très bien déjà. Oui. Et donc, à la fin de cette expérience avec l'OCDE, là, tu avais envie de rester à Paris ou tu as eu envie de revenir à Montréal? Oui, non, j'excite beaucoup parce qu'on m'a dit que je peux rester plus longtemps. Même c'est pas un travail, je travaille pour les ressources humaines à OCDE. Même c'est pas un travail que c'est pas pour ma carrière. Mais je pense que, mais je quand même pour dans les vocations d'habiter en France. Parce que là-bas, on prend pas les impôts. On paye assez bien, on paye pas les impôts. Et même, on peut même acheter les cigarettes, le vin sans les impôts dans le magasin. Et puis, oui, donc, et à la fin, c'est la cause de la famille, la raison familiale qui me fait la décision. C'est à cause de la maladie de mon père à Vancouver. Et puis, donc, ça m'arrive parce qu'avant, tu penses que la famille, que c'est quelqu'un que tu passes la voir 2 fois chaque année, elle est toujours là. Hein? Et puis, donc, à ce moment, mais je dis, ah là, j'ai pas passé beaucoup de temps avec mon père parce que j'ai quitté quand j'avais 18 ans. Et donc, tout de suite, mais j'ai dit, ah, j'ai débarrassé tout, mais j'ai donné ma démission, je retourne à Vancouver. C'est comme ça, mais je pensais pas à vivre à Vancouver même. Parce qu'à l'époque, même l'OCDE m'a dit, OK, on peut garder ton poste pour 3 mois si tu veux revenir. Mais à la fin, donc, tu sais, en tant que Chinois, tu sais, ma mère, on peut pas laisser comme ça, tu vois. Donc j'ai resté à Vancouver, et c'est par ça, il a un poste pour le VIF. Et comme ça, Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est le vif pour ceux qui connaissent pas? le VIF, c'est le Vancouver International Film Festival, le festival de films de Vancouver. Et
Oui, des fois, c'est marrant comment les choses, hein, même comme on dit en anglais ou une chanson, Life is happening when you're not planning it, ou quelque chose comme ça. Des fois, tu fais des planifications, oh, je fais ça. Même moi, quand j'ai quitté Radio-Canada, c'est pour aller à Toronto, hein, pour chercher du travail. Oui, dans le communication, le cinéma ou quelque chose comme ça, parce que c'est quand même euh, une ville anglophone et tous les médias sont là. Et je pensais jamais, je vivais à Paris pour presque 2 ans comme ça et travaillais là-bas. Et puis même quand, parce qu'avant, comme je disais tout à l'heure, là, je pensais que Vancouver, c'est pas aussi animé. Donc, even à l'époque, mais genre, oh, tu vas déménager à Vancouver? Je dis non, non, je pense pas. Et donc, c'est à cause de cette raison familiale. Et puis, je restais. Et comme ça, j'ai une annonce pour le festival. J'ai fait le postuler. Au fait, on m'a décliné. On dit non au début. Et je n'étais pas assez qualifiée pour ce qui le poste, pour le directeur de la programmation, quelque chose comme ça. Mais donc après, parce qu'il y a beaucoup de changements, il a une autre position. Hein, à l'époque, c'est pour la coordination. Et donc, il m'a ouvert le poste. D'accord. Et puis, j'ai resté là plus que 30 ans, bon, plus que 35 ans. Et est-ce que tu peux nous présenter un petit peu à l'époque, c'était quoi, ça représentait quoi pour toi le VIF? Est-ce que c'était un festival que tu connaissais déjà avant de travailler pour le VIF ou est-ce que tu l'as découvert en commençant ton travail? Et aussi, quel, euh, quel type de festival c'était dans le paysage des autres festivals? Parce que j'imagine que tu connaissais déjà Berlin, Cannes, Venise. Non, Est-ce- pas à l'époque. À l'époque, non? Non, parce que euh, à l'époque, quand je cherche du travail, je fais la demande pour la cinémathèque. Tu sais, toutes sortes de choses qui fait un peu le travail dans la programmation c'est pourquoi les gens comprennent pas. Beaucoup de gens, ah, tu travailles dans l'industrie de films. Je dis non, je travaille pas dans l'industrie. Je connais rien sur la production, le financement. C'est plutôt culturel, la présentation. Donc, à l'époque, oui, je connais à Toronto. Et je fais même voir quelqu'un là-bas de penser de chercher du travail pour TIFF. Et, mais à l'époque, Vancouver, elle est très connue pour commencer ce cinéma répertoire, Rich Theatre, qui n'existe plus maintenant. Donc, il a beaucoup de succès, fait beaucoup les films internationaux. Et puis après, il y a tellement de succès, mais ça avant le vidéo, hein. Ça, c'est l'époque avant le vidéo. Et puis à découvrir une communauté qui aime le cinéma international. Donc, il a fondé le cinéma à cause de cette théâtre qui est privé, mais il fait beaucoup de films et il fait beaucoup d'argent en même temps. Et c'est ce théâtre qui a commencé le Tuesday, Chip Tuesday. Donc, il a fondé le festival. Donc, c'est comme ça quand je, quand je me joignais au festival, je crois, c'était son septième ou huitième année. C'est commencé OK, on est 44. Donc, je pense que ça commence 44 années. Il a 44 années. Et moi, peut-être, j'ai déjà travaillé là-bas pendant 37 années ou quelque chose comme ça. Oui. Donc, oui, bien sûr, au début, c'est très petit. On a juste une chambre, on a une petite équipe. C'est un peu comme un ciné-club. Mais quand même, beaucoup de choses sont différentes maintenant, hein, parce que même rien numérique, tout a fait manuellement. Tu sais, il n'a pas pour faire la promotion des films, on doit imprimer dans un flyer et faire distribuer au centre communautaire, le café, comme ça, pour promouvoir le film. Maintenant, c'est juste social media. Hmm. Même pas les annonces publicitaires. Comme avant, on avait Georgia Strait, qui a un journal culturel. Donc, on a trois, quatre pages des films. Hein, pour faire on a fait l'annonce. Et aussi, il a une douzaine de critiques qui écrivent sur le film.
Maintenant, ça n'existe pas parce que tout le monde cherche tout l'Internet. Ça, il y a une certaine chose que je remarque parce que maintenant, on connaît que les grands films qui a déjà fait présentation à Cannes, le gros festival qui a gagné le prix. C'est comme si on prend moins de risques de voir les plus petits films qui est pas connus. Hein, parce que maintenant, c'est tellement facile avec tous les prix qui courent. Hmm. Donc en fait, avec la disparition de ce métier de critique, Oui, il y a moins de films qui sont mis en avant, qui sont des petits budgets ou des films tout à indépendants. fait. Ouais, c'est plus difficile C'est plus difficile, hein. d'attirer la lumière Oui, d'eux. c'est pourquoi, comme dans le festival, si tu vas acheter les billets, tous les gros films qui ont déjà gagné le prix ou déjà à Cannes sont toutes vendues. À l'avance, tu peux toujours aller avant la séance pour le stand-by. Donc, tu as des petits films qui a juste une dizaine ou quelque chose de gens qui achètent les billets. Et puis, oui, pour moi, comme je dis tout à l'heure, je n'aime pas les choses numériques ou techniques. Donc, il y a beaucoup de nostalgie quand j'y pense, parce que, mais on travaille dur, hein, on travaille jusqu'à la minuit, quand on fait le scheduling, c'est tout avec la main, tout ça. Mais les choses et c'est pas, chaque année on a grandi et à un moment donné, on a présente plus de films que maintenant. Mais c'est les choses qu'on s'y habitue et maintenant je dis, oh, comment on peut faire sans ça? Mais on peut y arriver, tu sais, on se débrouille d'une manière ou l'autre parce que tu n'as pas la distraction de répondre au courriel. Et puis la soumission, c'est juste comme c'est au début, quand j'ai commencé, c'est avec le VHS. Donc, il faut envoyer. On n'a pas le lien de voir les films. Le moins des choses à distraire. Maintenant, on reçoit quelques mille de soumissions. Plusieurs milliers. Oui, Chaque année, il y a c'est plusieurs milliers potable. Oui, de longs métrages qui long sont sortis. métrage et court métrage aussi. Oui, long métrage et court métrage. Mais à l'époque, quand on doit envoyer le VHS, hein, le coût. Donc après, c'est le DVD. Donc avant, j'ai un grand bureau avec beaucoup d'étagères pour mettre le DVD. Et puis même le DVD, il faut envoyer, ça coûte, il faut emballer. Donc, c'est pas comme maintenant. Donc, il faut vraiment faire des sollicitations, demander si quelqu'un t'a envoyé un DVD, si quelqu'un vraiment, il veut que tu considères, hein. Mais maintenant, quand un agent de vente, il a plein de films, il juste envoyer le lien. Donc peut-être que tu reçois plus de choses, mais pas forcément Non. des choses de qualité. Oui, oui. C'est une chose que cette année, j'ai pris ma retraite. Je travaille plus à temps plein, mais je juste fais une programmation d'une partie de film parce que c'est juste trop. Et si je me souviens bien, dans les années 90, je pense que ça devait être en 1992 ou peut-être 1993, le VIF à l'époque avait présenté l'avant-première du pilote de la série Twin Peaks qui Mhm. avait été tourné dans les Oui, oui, environs de Vancouver, oui, pas oui, très loin de Seattle, je crois. C'était un choix très osé à l'époque de mettre en avant quelque chose de télévisuel par rapport au oui. cinéma. Tu peux nous raconter un peu ce moment-là? Oui, parce que, oui, tout à l'heure, tu m'as dit que c'est quoi par rapport à l'autre festival. Oui, on est très différent que TIFF parce qu'on n'a pas les grandes vedettes qui viennent, on n'a pas le budget. Parce que c'est comme si on dit en anglais junket. Parce que beaucoup de gros films, ils veulent utiliser le plateforme de TIFF pour lancer le film en l'automne. Et puis, donc, chaque fois qu'on cherche un film pour l'ouverture ou la clôture, et c'est pas toujours facile, hein, parce que il y a des sponsors. Les sponsors, parce que c'est pas un film pour les cinéphiles, hein. On dit, c'est pas oui, non, mais pour nous, tu dis, OK, et on veut pas faire pour l'instant, un film avec des gros vedettes médiocres. Donc, au, au, au fil des années, et à l'époque aussi, on n'a plus de commanditaires et on n'a plus de liberté de faire les choses. C'est pourquoi on a choisi Twin Peaks parce que c'est quand même David Lynch, hein, qui a déjà une réputation. Et puis, parce que le film, même c'est un film de
pour la télévision, mais c'est pas fait de la même manière. Et c'est quand même son marque de style de David Lynch, hein. Et donc, on a décidé de faire ça. Et c'est un gros succès. On a le star, j'ai oublié le nom, l'américaine et le jeune, le couple. Et puis, oui, je pense que, je sais pas si, mais je pense que c'est le film, j'ai oublié si déjà une sortie au cinéma. Après, même c'est fait pour la télévision ou juste pour le téléviseur. Et même on a présenté Mulholland Drive une année comme un gala. Mais le film qui fait beaucoup de bruit, qui est plus controversé pendant... et moi, j'ai aussi... c'est pas juste moi, mais c'est quelque chose, je propose aussi, c'est The Holy Motors de Léo Carax. Un film français. Oui, ça. On a présenté pas mal de films français parce que c'est de bons films, parce que, comme je dis, c'est pas les gros films américains. Hein, les gros films américains dans le studio, tu sais. Et puis, c'est pas facile d'avoir parce qu'on n'est pas cette plateforme. Si on est déjà actif, pourquoi? Hein? Et aussi, si on voudrait inviter un vedette, ça coûte tellement d'argent. Hein? Mais pour eux, il a déjà le budget publicitaire pour aller à Toronto. Et c'est pas payé pour le TIFF, mais payé pour la production. Donc, ils peuvent pas payer deux fois pour les vedettes, hein, mais ça, vraiment, ça coûte cher. Et qu'est-ce que je pense? Ah, The Holy Motor. Parce que on a présenté un film de lui aussi. Tiff n'a pas présenté, c'est un film qui met le vedette de fils de Gérard Depardieu avant sa mort. Et Léo Cara. Mais c'est quand même c'est un cinéaste très unique, très original. Et puis, et Holy Motor pour moi, c'est un peu hommage au cinéma. Est-ce que tu l'as vu? Non, je l'ai Oui, pas oui, vu. ok, oui. Donc, mais quand même, tu sais, c'est Léo Carras, c'est un film, on n'attend pas, c'est quelqu'un un récit conventionnel. Mais je pense que ah, pour clôture, c'est bon parce que c'est un hommage au cinéma. Même il y a des scènes, le caractère de Denis Lavant, il est entré, ou même lui-même, tu sais, le rideau ouvre. Hein, parce que c'est un peu le rêve, tu sais, c'est surréaliste un peu, c'est pas les choses de logique. Donc, je pense que après, on a une fête, une party. Soit il y a des gens qui aiment, ils disent, ah, bon choix. Et puis, il y a des gens qui disent, ouais. Donc, je crois que pour le film de gala, c'est le plus controversé. Mais on a présenté, au fait, on a présenté pas mal des films, La Reine Margot, Judith Godrèche était venue, et puis, oui, parce qu'à l'époque, je pense qu'on a plus d'un film intéressant du cinéma français. Et puis, oui, et cette année aussi, on présente une nouvelle vague mais de Richard Linklater. Hmm. Mais c'est très bien fait, j'ai beaucoup aimé. C'est Donc très c'est correct. encore une fois, c'est un hommage au cinéma C'est un hommage au cinéma par un réalisateur américain. américain, mais c'est tout en français. Et non, mais je trouve au début, j'ai pensé, ah, à quoi bon? Pourquoi faire encore la même chose? Hein? Là, on a déjà à bande à part. Non, au bout de souffle. Hein? Mais je dis, OK. Mais il décrit le tournage de Le bout de souffle, d'après les écritures, d'après les gens qui le connaissent. Et je trouve que c'est très bien. Hmm. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te rendent impatiente sur la prochaine édition qui va commencer dans quelques semaines là? Est-ce qu'il y a d'autres films ou d'autres événements qui te donnent envie? Oui, un film, j'ai pas vu, mais j'ai beaucoup entendu, c'est le nouveau film de Began, Resurrection. Euh, je pense qu'on a présenté son dernier film, Long Day's Journey into Night. Et puis, apparemment, c'est un film qui fait en 5 périodes. Et puis, chaque période, c'est selon le style cinématographique de cette période. Qui suivent un rêveur. Hein. Et donc, c'est un peu sci-fi, mais pas sci-fi dans le sens que, comme dans Space, c'est pas de ce genre. Mais apparemment, et puis apparemment, il a une séquence, c'est juste one take.
Oui, oui. Mais si on cherche quelque chose, un récit, non, c'est pas un film pour eux, c'est vraiment un film pour les cinéphiles. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu quand toi tu reçois des milliers de liens, notamment de films asiatiques sur plein de pays différents, comment est-ce que tu t'organises pour mettre en valeur certains films ou décider, OK, tel film, j'ai vraiment envie qu'il soit programmé? Comment ça se passe dans le processus de décision? Oui, c'est beaucoup parce qu'on a une communauté aussi qui travaille comme bénévole. On dit le Screening Committee. Donc, c'est le premier ceux qui voit ces films-là. Hein, parce que pour nous, en tant que programmateur, on a déjà des liens de sales agents qui nous envoient les films déjà circulés dans les festivals comme ça. Et puis, donc, ce sont des gens, on se dépend. Sont, mais c'est vrai, des fois, si ça tombe sur d'autres personnes, peut-être ça sera différent. Donc, il fait la recommandation. Donc, en tant que l'équipe de programmateurs, on voit les films qui est recommandé. Parce que sinon, c'est impossible de voir tous. Et si on met tous les films que recommandés par la communauté, on peut avoir un autre festival. Et c'est pas comme si on sait pas, même si des fois on peut pas présenter un film, c'est pas parce que le film est mauvais, hein, parce qu'il est question d'espace. Et puis si, par exemple, j'ai un film et je dis, oh, j'ai déjà un film qui traite le même sujet, hein. C'est comme si, et puis donc tu veux pas faire la même chose. Vraiment une question d'espace aussi. Et donc, il n'y a pas, on regarde si, OK, donc dans ce cas-là, OK, le film est un peu vieux, c'est déjà l'année dernière, on peut présenter ce film qui est plus récente et puis qui n'est pas encore présenté ailleurs. Donc, il y a toutes sortes de considérations, c'est pas juste la qualité, hein, comment le balance. Et le nom, comment ça fait. Par exemple, si pour les films japonais, j'ai vu un film que j'ai beaucoup aimé, c'est sur un vieil homme qui habite seul, mais c'est tout de sa quotidienne, mais en même temps, il y a des rêves quand il pensait de se passer. Mais l'acteur est tellement fort parce que c'est lui, c'est tous les films. Mais on dit que, OK, on a des films déjà sur des gens un peu âgés, peut-être on présente les films pour une population plus jeune. Donc, il y a ce genre de choses. Tu veux pas juste présenter les films qui, qui aiment plus que même milieu. Et comme on sait maintenant, comme toutes les choses, on veut attirer les jeunes pour voir les films au lieu de juste voir les choses sur les streamers. Et donc, c'est important. C'est pourquoi on a élargi la section Midnight, parce que ce sont des films qui attirent des jeunes. Mais une chose que marquant, je trouvais que, parce que le VIF, on a aussi une salle de cinéma toute l'année, et on a une série qui s'appelle Pantheon, qui présente les gros films, hein. Et puis, ça, c'est le plus, et on a le plus grand succès. Tandis que le premier sorti des films. Parce qu'il a aussi, imagine-toi l'impression des films qui a déjà passé 30 ans, 40 ans, dont une autre génération a passé. Et donc, ce sont des gens, ah, OK, ce sont des gens qui est vraiment un de gros films. Et puis, pour nous, on a déjà vu, mais eux, c'est nouveau. Et donc, c'est encourageant pour voir des gens qui soit il l'a déjà vu, ou soit il veut voir le première fois. Comme on m'a présenté un film japonais qui s'appelle The Woman of the Dunes. Et moi, j'ai vu ça à Cinémathèque française. Quand quand j'habitais à Paris le premier fois. C'est pourquoi. Et c'est un beau film. C'est incroyable ce film que j'ai beaucoup aimé. Et c'est comme ça, je me souviens de ce film aussi. You know, et oui, c'est une chose à Paris, c'est incroyable aussi. J'ai vu beaucoup les films américains là-bas. Comme je dis, quand j'étais à Montréal, j'ai vu beaucoup les films européens. Et puis, tandis que quand j'habite à Paris, parce que j'habite dans le sixième, il y a tellement de petites salles de cinéma. Hein, j'ai vu beaucoup les films de Bogart, les Noirs, les American Noirs, l'Action Christine, tu sais, tout dans ces coins-là, dans le quartier latin. Et c'est comme ça, comme si, oui, je fréquente beaucoup de salles de cinéma aussi, là-bas.
Ouais, ben, je peux te dire en tant que Français que il y a beaucoup de gens qui, quand ils te présentent Vancouver, ils te parlent de la montagne, de la plage, de la nature. Mais il y a un problème majeur pour les Français, c'est que souvent il y a beaucoup moins de choses culturelles. Et grâce au VIF, grâce au Festival de films, il y a un événement qui est vraiment important chaque année, qui rassemble les gens au moment de l'automne, en plus au moment où il commence à faire Mhm. un peu plus froid. Donc, c'est vraiment devenu quelque chose de très important pour la communauté francophone, je pense. Et en tant que Français installé à Vancouver, c'est un moment qui est très, très précieux Ouais. pour, voilà, pour profiter de ces semaines, pour regarder plein de cinéma. Et puis, encore une fois, tout au long de l'année, il y a plein de rétrospectives intéressantes. J'ai vu cette année Aussi, notamment aussi le Cinémathèque. la cinémathèque qui est juste à côté. Oui, Et récemment, il a présenté deux films de Anne Hui, mais ancien film est très bon, Shui Hak, récemment. Parce que Cinémathèque, c'est plutôt fait la rétrospective. Oui. c'est là aussi que j'ai vu le film de Laurier qui était tourné pendant Laurier, oui, oui, le oui, oui, Covid. oui, oui, oui. Et oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a ces deux endroits-là qui, pour les cinéphiles, sont vraiment des endroits très importants à Vancouver. Donc, merci beaucoup, Pochou, de Avec plaisir. nous avoir présenté le festival et puis de nous avoir partagé l'histoire de ta vie. Et puis pour finir, comme on s'approche à rentrer dans l'automne, peut-être inviter les gens à regarder plus de cinéma, plus de Oui. diversité aussi, pas toujours les films qu'on nous propose sur les grandes plateformes. Merci beaucoup, Pochou, pour ton temps aujourd'hui. C'était un plaisir de découvrir ton histoire et puis le festival de Vancouver. Et puis un dernier mot de la fin, juste pour dire à tout le monde que c'est le bon moment de l'année pour regarder des films. Et est-ce que tu peux rajouter un dernier mot? Ah non, c'est bon. C'est bon? Oui, oui. Ouais. On a beaucoup parlé. Ouais. Merci beaucoup. Avec plaisir.